Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui une très célèbre formule d'un philosophe qui n'a jamais écrit, qui n'a jamais rédigé une seule ligne, mais dont on connaît des pans entiers de vie grâce à son disciple et futur philosophe lui-même, Platon. Aujourd'hui, nous allons parler de Socrate, un citoyen athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui semble avoir passé une partie essentielle de son existence à discuter avec les citoyens de sa cité de questions de philosophie morale. Nous allons aujourd'hui aborder sa célèbre formule « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». On peut déjà spontanément se trouver déstabilisé par cette affirmation de Socrate, qu'on pourrait simplement voir comme un mot d'esprit, dont le fond ne signifie rien de bien concret et est au service du style, de la forme ou de la jolie phrase. En effet, comment un sage peut-il affirmer aussi tranquillement qu'il ne sait rien ? Le bon sens qu'on a vous et moi est de se dire qu'un sage dispose de connaissances étendues, approfondies, encyclopédiques, qu'il a su compléter avec une expérience vertigineuse de la vie. Un sage serait donc, selon cette définition spontanée, quelqu'un qui, à contrario des allégations de Socrate, connaît beaucoup de choses, sans doute trop, pour le commun des mortels. Socrate recourt donc à un procédé d'inversion. Le sage serait selon lui celui qui ne sait rien, et surtout, qui sait qu'il ne sait rien. C'est de la folie. Notre ami Socrate ne serait-il pas un peu dément ? Pourtant, lors de son procès retranscrit par Platon, qui suit si admirablement le mettre en scène à travers des dialogues approfondissant des thèmes philosophiques comme la beauté, la vérité ou encore la morale, il y dit que Chéréphon, un de ses amis, posa à l'oracle de Delphes la question de l'existence possible d'un sage, plus sage encore que Socrate. Ce à quoi l'oracle aurait formellement répondu non. Il serait tout à la fois ignorant au suprême, mais superbement lucide d'en avoir conscience. Si Socrate est dépeint comme étant le sage des sages, alors c'est nous qui manquons singulièrement de sagesse. Socrate est donc à rebours de nos croyances immédiates et spontanées vis-à-vis de notre conception du sage. Assez banalement, on se représente le philosophe comme un expert, quelqu'un qui a acquis une somme vertigineuse de connaissances dans un tas de domaines divers, qu'il sait synthétiser et qu'il surplombe par un recul, par une façon de penser panoramique. Ici Socrate, un maître en paradoxe, nous dit que sa seule véritable connaissance, c'est qu'il ne sait rien. C'est la seule certitude inébranlable, un peu à la manière d'un Descartes qui sait qu'une seule chose, c'est qu'au fond, il est une chose qui pense. Au-delà, connaître, ce n'est pas posséder une accumulation de connaissances, mais c'est beaucoup plus posséder une attitude envers ces mêmes connaissances, une façon de les comprendre, de les assembler ou de les désassembler, de les convoquer au cours d'un argument ou de préférer les mettre sous silence pour le moment. En bref, c'est une ouverture d'esprit, une créativité et un esprit critique, lesquels donnent de la valeur à la connaissance. Là où leur accumulation sans réflexion en amont et en aval n'apporte rien, si ce n'est l'illusion sans fin de savoir. Il faut d'abord se reconnaître ignorant pour pouvoir partir en quête de la vérité. Par-delà les fausses connaissances dont on acquiert tant de certitudes et qui nous illusionnent quotidiennement. Il ne s'agit pas de se complaire dans l'ignorance sans fin, mais de commencer par reconnaître qu'on ignore pour enfin connaître mieux, avec cette boussole permanente au creux de notre main, qui inspecte les connaissances incertaines, de piètre qualité, et qui nous enferme dans des rapports au monde bercés d'illusions, souvent confortables. En effet, dire « je sais que je ne sais rien » ne signifie pas qu'il n'y a rien à savoir et que le savoir n'existe pas. En revanche, ce qui change de façon décisive ici, c'est notre attitude par rapport à ce savoir, et a fortiori, la qualité future du contenu de ce savoir. C'est pour cela qu'on ne peut parler de scepticisme ici, en ceci qu'il existe du savoir, même si des esprits sceptiques comme Montaigne s'inspireront beaucoup de la démarche socratique. Socrate, dans un autre dialogue de Platon, le Théétète, se compare à une accoucheuse, mais non pas des corps, mais bien plutôt des âmes. Socrate a à cœur de produire des esprits jeunes et vigoureux, capables de connaître en vérité. Il appellera cela lui-même la maïeutique, en référence à la déesse Maïa, qui aidait à l'accouchement des corps, qui signifie ici l'art de faire accoucher les pensées par l'art du dialogue et du processus de doute, de remise en question qu'il entraîne. Conscient de son absence de savoir, ce vide lui procure une force pour aider à l'accouchement d'esprits futurs. C'est là toute une leçon à adresser à nos professeurs, à nos experts,
parfois trop sérieux, enivrés et imbus de leur tonne de savoir, qu'ils portent fièrement comme des muscles saillants. Savoir que l'on ne sait pas, c'est donner à penser aux futures générations, les aider à préparer, à penser aux enjeux de demain. La démarche qu'entreprend Socrate et qu'il véhicule aux jeunes d'esprit s'apparente ainsi à une purification des âmes. Cela passe par cette éducation qui ne fonctionne pas par punition et récompense comme on l'entend de façon traditionnelle, mais par l'usage du dialogue et de l'inconfort qu'il suscite à sa manière. Le but de Socrate est de confronter des jeunes à leurs certitudes en défiant certaines d'entre elles. Pour ce faire, il pose des questions inlassablement pour que l'interlocuteur se rende compte du double piège dans lequel il est tombé. Ce qu'il pensait connaître est en vérité complètement faux, et Socrate l'a patiemment guidé vers la conscience de son erreur. En plus d'une leçon d'humilité que le sage donne, il éveille l'esprit par la prise de conscience de son ignorance. Ce faisant, il devient plus agile, plus plastique, capable de passer au crible ses connaissances tel un aigle au regard acéré sur ses proies potentielles. C'est pour cela qu'en réalité, si on devait se permettre humblement de taquiner Socrate, on lui ferait un peu la grimace en lui disant que son « je sais que je ne sais rien » est non seulement faux, mais en plus teinté de fausse modestie. Pour pousser chacun de ses élèves selon la même méthode dans leur retranchement, pour être capable de creuser dans des thématiques aussi pointues que la morale ou les mathématiques, ou encore la beauté ou l'être, il faut quelque peu savoir. Cette formule qui semble anodine au premier abord fera sensation de siècle en siècle jusqu'à créer des filiations, des inspirations, parfois plus ou moins fortes. Tout comme Socrate, Montaigne affirme l'incapacité de la raison humaine à accéder aux vérités universelles. Que sais-je ? Se demande-t-il. Ici, la forme interrogative est lourde de sens. Montaigne est ici proche des sceptiques, courant de pensée né peu après Socrate, affirmant que la vérité est inaccessible et qu'il faut donc adopter une attitude critique à l'égard de toutes les certitudes présumées en les examinant. Mais le constat qu'il fait des limites de l'esprit humain constitue une solide base pour une nouvelle éthique. Montaigne appelle à la tolérance, à l'humilité et à l'humanisme. Lui aussi digne successeur de cette formule, René Descartes est l'auteur de la célèbre formule « Je pense donc je suis », qui signifie en réalité « Je doute donc je suis ». Pour Descartes, nos perceptions et nos représentations sont source d'illusions. Par conséquent, il est impossible de construire un raisonnement juste et d'arriver à une quelconque vérité définitive. Descartes propose alors le doute comme moyen de sortir de cette impasse. Douter de chaque idée qui nous vient à l'esprit nous tire de l'erreur et de l'illusion. C'est donc qu'apparaît la première vérité stable, « Je pense donc je suis ». Autrement dit, celui qui cherche, qui doute, qui se remet en cause, n'est plus soumis aux apparences. Il se détache de ses illusions. Il pense de manière autonome. Bref, il existe par lui-même. Je vous renvoie à ma vidéo sur Descartes pour approfondir le sujet. Pour conclure, on pourrait dire que sa formule « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien » est indissociable d'une autre sentence tout aussi connue, qui est « Connais-toi toi-même », célèbre inscription gravée sur le fronton du temple de Delphes, où l'on pouvait entendre le célèbre oracle d'Apollon. En effet, déclarer que l'on ne sait rien prouve que l'on a déjà compris notre nature et perçu nos limites. C'est reconnaître que nos perceptions et nos pensées sont le résultat d'éléments que nous ne maîtrisons pas, comme les prédispositions, nos influences, les circonstances, notre ego ou encore nos instincts. Et donc qu'elles n'ont rien d'universel ou d'absolu. C'est savoir que tout ce qui apparaît à notre esprit est limité, subjectif et partiel. Or, réalisant cela, nous pouvons nous détacher de la part illusionnée de nous-mêmes et commencer à réfléchir vraiment. La phrase de Socrate est donc paradoxalement un point de départ dans l'odyssée sans fin de la connaissance. Il n'aura eu de cesse d'inviter ses partenaires de dialogue à commencer ce voyage, plus lucide et plus aventureux, en apprenant à quitter le lot trop confortable de leur certitude autoproclamée. Et vous ? Êtes-vous dans une période propice à l'aventure exigeante à laquelle vous invite la connaissance ? Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à écrire un commentaire dans l'espace dédié. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.